Rebonjour, bienvenue pour cette première table ronde sur les bénéfices des données de santé pour la recherche et la santé publique avec 5 intervenants. D'abord, les personnes qui sont en présentiel avec nous. Jean-François Thébault, vous êtes vice-président de la Fédération française des diabétiques. Professeur Thomas Bourgeron, vous êtes chercheur à l'Université de Paris, au CNRS et à l'Institut Pasteur et membre du conseil scientifique du Health Data Hub. Et en distanciel, le professeur Jean-Yves Blé, président d'Unicancer et DG du centre Léon Bérard à Lyon. Le docteur Mathieu Varny, ingénieur système d'information et médecin de santé publique au CHU de Nantes. Et le docteur Ségolène Aimé, directrice de recherche émérite au CNRS, chargée de mission à l'Institut du cerveau et fondatrice d'Orphanet. Alors, comment effectivement utiliser concrètement les données de santé pour des projets de recherche et de santé publique? On va le voir à travers 4 illustrations. Et on va commencer d'abord par une vidéo qui nous présente le projet Hydro, qu'a évoqué en introduction de cette table ronde Stéphanie Combe. L'intelligence artificielle et les données de santé deviennent incontournables. Par exemple, pour prévenir les crises d'insuffisance cardiaque, aujourd'hui on peut utiliser les données des dispositifs médicaux connectés. En France, en plus, on a la chance d'avoir des données d'une très grande richesse. Par contre, elles sont encore sous-exploitées, et en grande partie parce qu'elles sont dispersées. Le Health Data Hub, c'est une structure publique qui a un petit peu moins de 2 ans et qui a été créée pour soutenir les projets d'intérêt public. Et on va vous expliquer comment autour d'un projet concret qui s'appelle Hydro. Implicity, c'est une start-up qui est française et qui est leader sur son activité en Europe, qui déjà rassemble toutes ces données, rassemble absolument tous les paramètres pour simplifier le travail des professionnels de santé. L'assurance maladie a d'abord identifié, rassembler, préparer les données USNDS nécessaires au projet. Pour permettre leur appariement avec les données collectées par Implicity, cela a demandé plusieurs mois d'un travail collectif et collaboratif entre les structures. Dans le HDH, grâce à ces 2 sources de données mises en relation, on va pouvoir prédire quels patients sont à haut risque d'aggravation, pouvant entraîner une hospitalisation. C'est le travail de l'équipe de Data Science d'Implicity de développer ces algorithmes, et de mon côté, en tant que Data Scientist au Health Data Hub, je leur viens en appui. Une fois qu'on aura développé cette intelligence artificielle grâce aux données du Health Data Hub, on va pouvoir brancher cet algorithme de surveillance sur des dizaines de milliers de patients, détecter des aggravations de ces patients et informer les médecins de ces aggravations pour éviter les conséquences néfastes, permettant ainsi de diminuer la mortalité des patients, d'éviter des hospitalisations tout en réduisant les coûts pour le système de santé. Hydro est un projet que nous soutenons parce qu'il va apporter un véritable bénéfice, certes pour le médecin, mais aussi pour le patient. Ce projet me paraît être un complément indispensable pour le patient ayant une pathologie cardiaque appareillée d'un défibrillateur ou d'un stimulateur. Voilà pour le premier projet Hydro. Deuxième projet, nous allons échanger avec Jean-Yves Blé. Jean-Yves Blé, est-ce que vous m'entendez? Vous êtes avec nous? Très bien. Est-ce que vous m'entendez? Bonjour à vous, Jean-Yves. Nous allons parler de DeepSarc, un projet de recherche sur le sarcome. En quoi l'utilisation, la réutilisation des données de santé peut-elle changer la donne, notamment dans le domaine des essais cliniques, dans la spécialité qui est la vôtre? Alors, le projet DeepSarc s'adresse à une pathologie qui est rare, un cancer qui est rare, qui s'appelle le sarcome, pour lequel un grand nombre d'études cliniques ont été effectuées pour tenter de répondre à une question qui est très simple, qui était répondue pour de nombreux cancers plus fréquents. C'est l'utilité d'un traitement adjuvant par chimiothérapie cytotoxique pour prévenir le risque de rechute. Mais malheureusement, du fait de la rareté et de l'hétérogénéité de ces maladies, il n'a pas été possible depuis 50 ans de répondre de manière fiable aux questions, et c'est toujours une question ouverte. Nous appuyons sur l'expertise du Health Data Hub et une construction depuis une dizaine d'années grâce à l'Institut national du cancer d'une base de données qui rassemble l'ensemble des patients porteurs de sarcome, des tissus mous et des os et des viscères en France, une base qui est en ligne, qui s'appelle BCB Sarcome, qu'on peut interroger sur Google. On a la possibilité d'adresser cette question en vraie population, en vraie vie, en donnant des résultats qui on l'espère, nous permettront de trancher sur l'utilité de cette thérapeutique dans cette situation et surtout à quel patient on peut la proposer. Donc c'est destiné en fait à répondre à une question qui était insolvable au niveau global, au niveau mondial, et que 50 ans de recherche clinique n'ont pas réussi à résoudre. Vous commencez déjà à y répondre à ces questions ?
Oui, je pense qu'on a déjà montré en rassemblant les données qui avaient été collectées dans notre réseau et les données qui sont disponibles dans la SNDS grâce aux équipes du Health Data Hub. On a franchi toutes les étapes de préparation et on a les premières sorties qui arrivent là, donc on est plein d'attente. D'accord. Alors, on l'a vu, hein, la question de la recherche clinique a été fortement interrogée à l'occasion de cette crise, avec une accélération des process de réalisation de ces études. En quoi la réutilisation des données constitue-t-elle, selon vous, une nouvelle révolution à venir dans la menée de ces études cliniques ? Ça permet de répondre à des questions auxquelles on n'avait pas réussi à répondre, pour des raisons de rareté par exemple, mais il y a d'autres raisons. Ça permet, toujours dans le domaine de la rareté, mais elle est importante au moment de la médecine de précision, dite de précision, qui fragmente les cadres nosologiques, les classifications des maladies. On a de plus en plus de maladies rares, et connaître leur histoire naturelle va être fondamental. Et puis ça permet aussi de vérifier les applications de ce que l'on peut décider en vraie vie et dans quelle mesure ça améliore effectivement le devenir des patients, ce qui est notre objectif. Et puis un quatrième enjeu qui, je pense, peut-être est le plus intéressant, qui est ce qu'on appelle les unknowns, c'est-à-dire ce qu'on ne sait pas qui sont les prochaines questions et qu'on va pouvoir interroger à travers ces outils d'une très très grande puissance. D'accord. Est-ce qu'on a une idée de l'accélération que ça peut représenter pour l'arrivée sur le marché des traitements innovants dans le cadre de cette pathologie, ou c'est trop tôt ? On répondra correctement à cette question une fois qu'on aura la preuve numérique, mais c'est évident que ça accélère de manière incroyable. C'est-à-dire qu'encore une fois, l'exemple que je citais avec DeepSark, qui 50 ans d'échec de recherche clinique, au sens on ne tranche pas, on n'arrive pas à répondre à la question, il va peut-être être répondu en 2 ans et encore on a essuyé les plâtres. C'est un assez bon exemple de l'accélération qu'on peut procurer. Merci Jean-Yves. Mathieu Varny, on va étudier avec vous un troisième cas pratique, si je puis dire, qui est l'étude Coronado, qui est la première étude mondiale qui vise à identifier le profil des patients diabétiques hospitalisés pour le Covid-19. Une étude que vous avez menée notamment avec la Fédération française diabétique et Jean-François Thébault qui est parmi nous. En quoi, même question, la réutilisation des données de santé est un atout majeur pour la mise en place de cette étude et pour la publication de résultats probants dans des délais records ? Bonjour Hervé, bonjour à tous et merci pour l'invitation. Pour resituer Coronado dans la nomenclature des grandes études, on a parlé ici de données médico-administratives qui vont être exploitées à des fins de recherche, comme celle de l'assurance maladie, le SNDS. On a parlé de données de soins, donc notamment les entrepôts hospitaliers qui pourront être utilisés en particulier dans le Data Hub. Coronado, ça correspond en fait à la vieille garde de la recherche, qui sont le troisième type de données, qui sont les données issues de la recherche. C'est-à-dire qu'on a collecté des données directement pour répondre à une question scientifique. Ce qui est fondamental sur la nature de ces données, c'est qu'il y a une finalité, qui est la recherche ici, qui est le pronostic des patients diabétiques hospitalisés pour Covid-19. Et c'est ça qui va permettre de construire toute la collecte des données et leur analyse. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on a réussi à faire ça rapidement en 2020, en mars 2020 ? C'est parce qu'on avait une équipe, un réseau, donc pour refaire le lien avec l'intelligence collective qui est le thème d'aujourd'hui, un réseau qui n'est pas constitué simplement de diabétologues ou de médecins hospitaliers, mais aussi de data scientists, qui s'occupent notamment du data management, de communicants, qui ont fait la publicité autour de Coronado, ce qui nous a permis aussi de recruter beaucoup de centres. Il y avait un réseau national qui nous a permis de fédérer tout ça. Et il y a eu aussi un gros soutien à la fois des associations de patients, avec la FRD et la Société française, la Fédération francophone des diabétiques, et des sociétés savantes comme le SFD et puis également d'industriels. Merci Mathieu. En quoi, alors peut-être quelques résultats sur cette étude, et en quoi justement ces résultats ont pu permettre d'affiner la prise en charge des patients diabétiques atteints de formes graves de Covid dans les hôpitaux ?
Alors l'étude a été pensée à la mi-mars et 2 mois plus tard, donc courant mai 2020, on avait les premiers résultats qui permettaient d'abord de connaître le pronostic de ces patients, qui était d'environ 20% de mortalité à 1 mois, de connaître les principaux facteurs pronostiques pour voir notamment que l'hémoglobine glyquée n'était pas un facteur d'intérêt pour connaître le pronostic de ces patients. Par contre, que tous les facteurs cliniques en lien avec l'inflammation, bien sûr l'âge aussi et bien sûr l'obésité étaient des facteurs pronostiques majeurs chez ces patients. Et enfin, il y avait des premiers messages qui étaient très rassurants sur les thérapeutiques du diabète, qui à l'époque était suspecté de pouvoir aggraver le pronostic des patients diabétiques hospitalisés pour Covid. Et il s'est avéré que ces diabètes avaient des conséquences relativement neutres sur le pronostic des patients hospitalisés. Très bien. Donc effectivement, c'est typiquement un exemple clé de l'usage de données de recherche pour la prise en charge en situation d'urgence de patients a priori fortement exposés à une pathologie comme le Covid-19, si je comprends bien. Tout à fait. Et ce qui nous manquait dans ces données, c'est des volets qui ont été discutés avant par vos intervenants, notamment des données qui dépassent les données de la recherche, les données issues des systèmes médico-administratifs, en particulier de pouvoir faire le lien sur le pronostic long de ces patients. Et il y a un travail qui va être fait avec l'assurance maladie, Madame Boussac notamment, que vous avez vu dans la vidéo tout à l'heure, qui va consister à faire un appariement de ces données de Coronado avec les données de l'assurance maladie pour connaître le pronostic des patients hors de l'hôpital avec des moyens qui vont être minimes, puisque là on n'aura plus besoin de faire appel à une armée d'assistants de recherche clinique ou de médecins qui saisissent des données, mais parce que ces données auront déjà été justifiées, produites entre guillemets passivement par le système de santé. Ce qui veut dire que ces données auront un intérêt spécifique pour le suivi des diabétiques dans le cadre des problématiques de Covid long par exemple ? Tout à fait. Nous avons constitué 2 cohortes. J'ai parlé que celle des diabétiques, mais on a aussi une cohorte de patients non diabétiques. Il s'agit à peu près de 3000 individus à chaque fois. Et on va pouvoir voir à 1 an, à 2 ans, si ces patients ont été réhospitalisés pour des raisons, peut-être pour un nouvel épisode de Covid ou pour des problèmes respiratoires ou pour d'autres choses. Et on va pouvoir faire une comparaison entre ces patients et aussi dans les hospitalisations des patients qui précédaient l'hospitalisation pour Covid, afin d'essayer de voir quel était l'impact du Covid à long terme chez ces patients. Merci à vous, Mathieu. Thomas Bourgeron, je l'ai dit, vous menez des travaux au sein du laboratoire de génétique humaine et fonctions cognitives de l'Institut Pasteur sur les troubles du spectre autistique. Oui. Et donc, même question pour les 3 précédents exemples. En quoi la réutilisation des données de santé est-elle, un apport majeur pour les travaux que vous menez sur une pathologie qui est très difficile à cerner aujourd'hui, si j'ai bien compris ? Oui, alors d'abord, vous m'entendez ? Oui, on vous entend, oui. Donc c'est plus un rêve qu'une réalité. Si vous allez me demander les résultats qu'on a eus avec cette utilisation des données, ça sera dans le futur. Mais ça va servir à 2 choses. D'abord à répondre à des questions, mais aussi, ça a été évoqué, à poser de nouvelles questions. Et en particulier, je pense que le cas de l'autisme est assez emblématique. C'est que, est-ce que c'est une pathologie ? Est-ce que c'est la diversité de la population ? Et donc, traiter l'autisme avec oui ou non, atteint, pas atteint, à mon avis, est éthiquement vraiment discutable. Et donc, ces données de santé vont permettre de savoir quelles sont les comorbidités que l'on voit dans l'autisme, la déficience intellectuelle, l'épilepsie, les troubles psychiatriques, et de voir de quoi a besoin la personne et de faire le lien entre le risque, par exemple génétique ou autre, avec la probabilité d'avoir telle ou telle comorbidité. Et ça, je pense que c'est peut-être même plus important que autisme, oui ou non, pour la personne. Bien sûr. Quel est l'intérêt de la technologie développée par le Health Data Hub pour justement élargir la connaissance fine des diversités de l'autisme, si je comprends bien ? C'est ça ? C'est cette diversité, en fait. Comme il y a une diversité, on est obligé d'avoir énormément de données assez hétérogènes, ces données. C'est-à-dire qu'il faut, de nouveau, il peut y avoir des données cliniques, il peut y avoir des données génétiques, mais des données socio-économiques. Et ça va faire le profil de la personne et de pouvoir voir comment on peut avoir une meilleure prise en charge pour cette personne. Donc, c'est vraiment ces technologies d'essayer de comprendre, de relier les facteurs de risque et au lieu d'avoir des associations, d'avoir des causalités et d'avoir des réponses à la carte pour chaque personne. Et de nouveau, je pense que c'est aussi de poser de nouvelles questions. C'est-à-dire que je pense que dans le cas de l'autisme, en tout cas, on peut avoir une science, une médecine beaucoup plus participative avec le travail des patients, des familles qui peuvent nous donner des datas auxquelles on ne pensait pas et des questions auxquelles on ne pensait pas et qui sont peut-être beaucoup plus pertinentes, mais qui restent anecdotiques si on n'a pas beaucoup de données
et bien organisée. Donc si j'ai bien compris, vous êtes encore loin de pouvoir produire des résultats, hein, mais est-ce que je suppose que vous avez un calendrier précis? Vous avez déjà des premières Actuellement, je informations? n'utilise que des données des États-Unis et de l'Angleterre. D'accord. Donc je trouve ça un peu triste, et donc je suis ravi si on peut organiser des choses en France. On le réabordera tout à l'heure si vous voulez bien, mais effectivement c'est un des enjeux clés qu'on va aborder durant la suite de nos échanges avec les autres intervenants. Ségolène Aimé, je me tourne vers vous. Au vu des 4 illustrations, des 4 exemples qu'on vient d'entendre, pouvez-vous peut-être nous rappeler les défis nationaux que pose la collecte et l'exploitation des données en termes de partage de ces données, de financement du modèle de valeur de ces données, de l'accès au sens administratif, qui est souvent compliqué en France, et effectivement, en quoi les actifs nationaux dont on dispose, le SNDS, les entrepôts, les cohortes, vont-ils nous permettre de construire un écosystème performant? Écoutez, j'ai été très intéressée par les présentations qui illustrent très bien la situation, encore qu'il n'ait pas parlé de toutes les difficultés qu'ils ont dû surmonter pour arriver à réaliser leur projet. En réalité, la situation a bien changé maintenant. Tout le monde est persuadé des bienfaits du partage des données. La pandémie a été une école de démonstration de ça, puisque tout le monde voulait tout savoir quotidiennement. Et donc, on a maintenant un schéma général avec les recommandations de la science ouverte qui est traduit dans la loi. Mais il reste des problèmes à surmonter qui sont, disons, d'ordre psychologique, culturel, réglementaire, technique et aussi financier. Alors, psychologique, c'est presque les plus importants. La collecte des données, la mise en forme des données, c'est coûteux, ça demande beaucoup d'investissement. Et donc, ça génère un sentiment de propriété de la part des détenteurs de ces données qui, en plus, ont progressivement eu l'illusion que leurs données valaient de l'or à cause des résultats financiers des GAFAM, alors que là, on parle de tout à fait autre chose et que donc, beaucoup de gens ont l'illusion, beaucoup d'institutions, qu'ils vont pouvoir disons, faire de l'argent avec les données qu'ils ont. Et donc, il y a vraiment des obstacles au partage à cause de ça, ce qui est bien dommage parce que la réalité est tout autre. Il y a aussi des problèmes culturels parce que il y a un sentiment très fort de propriété intellectuelle et il manque tout à fait des incitations réelles pour que les chercheurs changent de paradigme et fassent les efforts pour mettre à disposition leurs données. Et ça, ces données-là, elles demandent du formatage, de la documentation pour pouvoir être partagées. Mais quand les chercheurs commencent à partager leurs données et qu'ils s'aperçoivent quelles sont la multiplicité des usages possibles, ils sont généralement convaincus et après ça se passe très bien. Donc ce qui manque, c'est vraiment du financement des infrastructures de recherche, les grandes cohortes, les grands registres, toutes les grandes collections de données, parce que les données de recherche sont généralement financées sur projet de recherche, et donc c'est 3 ans, et c'est très difficile de faire renouveler, et donc il y a quelque chose qui ne va pas dans l'écosystème actuellement. Il y a aussi des forts enjeux réglementaires, puisque la recherche est très bien encadrée, qu'il faut donc des consentements des personnes pour que leurs données soient utilisables et dans un cadre précis. Et ça, évidemment, ça a été fait à une époque où on n'envisageait pas toutes ces réutilisations de données qui sont quelquefois très difficiles à cause de la nature des consentements. Il y a aussi des problèmes techniques parce que, bien entendu, les jeux de données ont été formatés pour répondre à une question et peut-être ce formatage ne correspond plus aux questions qu'on veut poser aujourd'hui. Ensuite, il y a des problèmes d'intégrité et de sécurité. Et puis, il y a une absence de standards techniques et sémantiques dans le domaine de la recherche. Et ça se fait très bien maintenant dans le domaine des logiciels, mais dans le domaine des bases de données de recherche, c'est encore à venir. Et puis, il manque un peu de gouvernance. On a besoin de méthodologie de référence, on a besoin de référentiels aussi dans ce secteur-là, des bases de données. Et ensuite,
partager ces données, ça demande une infrastructure et donc il y a un effort financier à faire et donc il faut que les institutions, les agences de financement financent ce type d'activité. Alors nous en France, on est franchement très bien placés quand même. Hein. Je liste les difficultés, mais ça va quand même pas si mal. On a quand même des bases de données administratives nationales très très riches qui sont maintenant à disposition avec le SNDS. Et je peux vous dire que beaucoup de pays nous envient parce que ce n'est pas le cas, par exemple, en Allemagne, qui est complètement régionalisée, qui n'a absolument pas d'entrepôt national. On a des cohortes et des grands registres qui sont très riches. Et puis, il y a beaucoup d'institutions qui sont en train de construire leur propre entrepôt. Et ce mouvement ne va aller qu'en s'accélérant. Donc, je pense que dans les 2-3 ans qui viennent, le paysage va complètement changer. Ce qui manque un peu encore, c'est la confiance entre opérateurs et le fait de travailler tous ensemble, puisque, je vous dis, il y a encore cette illusion de beaucoup d'institutions que leur richesse repose sur leurs données, qu'ils doivent donc se les garder et les gérer par eux-mêmes. Merci. Donc, effectivement, les infrastructures sont là. Il faut rajouter un petit peu d'huile pour, je dirais, que tout ça fonctionne mieux et également accompagner le changement des mentalités et des perceptions sur les données. Merci, Madame Aimé. Aider, convaincre. Complètement. Alors, juste un focus sur la problématique aussi des données internationales. Vous expliquez effectivement que dans vos recherches, aujourd'hui, vous vous inspirez surtout de cohortes et de données issues d'études américaines ou autres. Donc, c'est quand même une carence aujourd'hui ? Oui, alors, et je rebondis sur ce que disait Ségolène. Effectivement, on a une richesse extraordinaire. C'est pour ça que c'est un peu... vraiment embêtant de ne pas pouvoir utiliser ces données parce que donc aux États-Unis et en Angleterre, par exemple, le projet UK Biobank a été un succès extraordinaire sur plusieurs niveaux. Donc le projet UK Biobank, rapidement, c'est 500 000 personnes qui ont été... donc il y a des données génétiques et des données d'imagerie cérébrale, beaucoup de données socio-économiques et c'est en accès évidemment sécurisé, mais très 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 large. Tous les chercheurs dans le monde peuvent utiliser, et en particulier pendant la crise du Covid, on avait quasiment un retour chaque fois des gens qui décédaient du Covid et les gens disaient chercher. Donc c'était assez étonnant. Et donc ça, ces données-là, en France, on n'a pas ces données-là pour l'instant. Et ça, c'est vraiment un peu dommage parce que on pourrait les avoir, comme je crois que c'est Stéphanie qui disait que c'était là, mais c'était un peu caché, où on n'avait pas accès. Et je pense que ça, c'est vraiment dommage parce qu'on pourrait beaucoup plus contribuer. Après, je pense qu'il y a des aspects de consentement aussi. Je pense que les projets ont été faits de façon bien faite et qu'avec des consentements qui permettent de partager les données. Et donc, on peut nous, Français, avoir accès aux données américaines, aux données anglaises. Et moi, par contre, je ne peux pas partager mes données avec les Américains, avec les Anglais, ce qui est éthiquement et pas obligatoirement très, très sympathique de notre part. Donc voilà, je pense que ça, c'est des choses qui sont à voir et à améliorer. Donc des points d'attention pour les... Et pourtant, on a une richesse incroyable. Et aussi, on a une richesse, en tant que généticien, la plupart des registres en Europe sont très Europe, des personnes qui viennent d'Europe. En France, on a la chance d'avoir une diversité ethnique aussi très très importante. Bien sûr. Et au niveau des susceptibilités aux maladies, par exemple, qui peuvent être différentes d'une population à l'autre, je pense que la France peut amener énormément de choses. On a un système médical assez homogène et pour beaucoup de personnes. Et je pense que ça peut être une richesse incroyable. C'est des données qui sont comparables en raison de l'universalité et de l'équité du système de remboursement, notamment. Oui. Et c'est vraiment important aussi qu'on ne pense pas que les témoins soient que des Européens bien de bonne souche européenne. Merci beaucoup, Mathieu. Jean-François, donc on vient de voir, on vient d'esquisser un petit peu les enjeux, je dirais, macro de la réutilisation des données de santé. Il y a un sujet ou un acteur qu'on n'a pas évoqué, qu'on va évoquer avec toi, qui est effectivement l'importance de ces données pour les patients et pour les associations qui les représentent.
Merci beaucoup, Hervé, de se poser cette question. Merci beaucoup d'avoir invité une association de patients que je représente, la Fédération française des diabétiques. Merci à Bruno Macquart, Dominique Pont, à toute l'équipe, et en particulier à Stéphanie et à Caroline. J'ai simplement, avant de démarrer, je voudrais tirer une petite réflexion, parce que comme je suis un très vieux de la vieille, j'ai vécu le début du SNDS, sa création au niveau de l'assurance maladie. Et il n'y a pas si longtemps que ça, 7-8 ans à peine, je venais de rentrer à la HH, je me souviens d'une conférence où il y avait des prédicateurs des nouvelles technologies, Laurent Alexandre pour ne pas le nommer, qui se moquaient à la tribune du SNDS et des données à propos du Big Data, et à Dominique Polton, qui était à l'époque présidente de l'INDS, lui a dit: mais vous, c'est des titi data que vous avez, on ne peut rien en faire par rapport aux énormes data qu'il y a dans les Big Data de Google et ailleurs. Et on voit tout le travail qui a été accompli grâce à une richesse collective de mettre non seulement le SNDS, mais un ensemble d'autres données. Et on espère bien qu'avec l'entrepôt de données qui va être constitué, ça va s'enrichir et ça va permettre. C'est un facteur de démocratie sanitaire. C'est un facteur de démocratie sanitaire. Et je vais y venir. Merci de me tendre la pêche. Alors, il ne faut jamais perdre de vue que toute cette recherche, elle a une finalité, c'est le bon soin pour les patients. La meilleure prise en charge, la qualité, la sécurité et, comme tu l'as dit tout à l'heure, l'équité, l'accès aux soins pour tout le monde. Alors le diabète, c'est un peu un laboratoire, le diabète, et les diabétiques des rats de laboratoire de toutes les nouvelles technologies, parce que nous, les diabétiques, on est fournisseurs de données en permanence, mais pas seulement. Moi, je capte mes données tous les jours sur mon téléphone en permanence, et je peux adapter mon traitement en fonction de ça. Je suis donc générateur de données, mais ces données, dans un premier temps, elles me servent à moi-même. Elles me servent à équilibrer mon alimentation, mon activité physique et mes traitements. Et puis ceux qui ont des traitements par insuline très, très pointus à 2G. Donc elles ont une utilisation personnelle. C'est la première chose. En plus, je les enrichis avec les bases de données médico-administratives. C'est moi qui les enrichis en donnant ma carte vitale. Mais elles ont aussi une utilité un peu plus collective qui est celle de mon équipe de soins. C'est-à-dire que mes données, elles vont aller et transférer chez mon médecin, chez mon diabétologue, dans l'équipe de soins, les équipes de soins spécialisées, à l'hôpital, et elles vont servir à mieux équilibrer et à, j'espère, mieux clarifier, rendre plus efficient et pertinent mon parcours de soins. Là, on a déjà une autre utilité qui est très importante et qui sont les premières utilités pour les patients, mais qui sont absolument fondamentales à une condition, c'est d'être interopérable. Et ça, c'est un très gros problème qui est sur la table, qu'on a pu faire passer dans le PLFSS pour essayer de faire rendre tous ces outils numériques interopérables entre eux. Parce que si j'envoie un PDF comme ça à mon service de télésurveillance, ça va lui prendre, il va le faire, il va y arriver. Mais un boulot extraordinaire, longtemps, patient par patient, pour pouvoir les réintégrer dans le système. C'est le problème des données non structurées. Voilà, c'est le problème des données non structurées. Il faut que les données soient interopérables. C'est pareil avec les laboratoires de biologie qui envoient en fait un PDF, et le médecin il est obligé de recopier s'il n'a pas l'outil ad hoc. Maintenant, d'un point de vue collectif, ça a aussi beaucoup d'utilité. Et à la fédération, Caroline y a participé avec Gérard Rimos, on a créé le Diabète Lab, qui est un outil qui nous permet d'avoir un usage collectif des données des patients diabétiques en faisant des études et des enquêtes. Et notamment à des fins de recherche, pour rejoindre la thématique de la table ronde. Alors, on n'est pas des scientifiques, bien sûr. Même si c'est des scientifiques. Mais des recherches sur la vie réelle des patients, notamment. Tout à fait. Et on contribue, notamment sur les dispositifs, parce que l'évaluation des médicaments et des dispositifs, c'est très différent. Les médicaments, c'est au niveau international. En revanche, les dispositifs, c'est très souvent contextualisé avec des entreprises beaucoup plus petites et avec des phases d'évaluation qui ont lieu dans le pays, donc nous, en France, et auxquelles on contribue énormément. Et donc, actuellement, on peut travailler avec ces données pour contribuer à l'évaluation des technologies de santé, évaluation en prescription pour l'accès au remboursement, mais ce qu'on espère très bientôt, c'est participer aux études en vie réelle pour voir réellement si ce qu'on nous propose, ce qu'on nous donne, c'est efficace, comment ça marche, et notamment sur la qualité de vie et les fardeaux de la vie. Et puis, il y a le dernier volet, qui est celui dont on parle aujourd'hui, qui n'est pas le dernier au sens intellectuel du terme, mais qui est celui de la recherche. Et de la recherche auquel on veut participer. Et de la recherche collaborative, au travail également avec l'INSERM sur ces sujets, mais sur des domaines qui sont un petit peu transnationaux, je crois, comme on dit, c'est-à-dire la qualité de vie,
le fardeau de la vie, le rapport entre la prescription, les préférences du patient et son projet de vie. Parce qu'après tout, un médicament peut être idéal sur le papier ou dans les laboratoires. Quand on passe de la paillasse et qu'on le donne au palate, il y a une différence. Et là, on veut y participer, on souhaite y participer, on souhaite s'alimenter, mais au niveau de nos compétences. Et pour ça, on a besoin d'avoir des ressources de patients pour pouvoir y participer. Et tout à l'heure, ce qui a été dit par Mme Aimé tout à l'heure est très important, le problème de l'argent. C'est qu'il y a une confrontation, au moins en France, parce qu'il y a des équipes qui veulent fournir des bases de données de patients rémunérées, alors que nous, dans nos associations, c'est du bénévolat. On offre les données, on veut y participer et on essaye d'être financé par la puissance publique pour faire ces travaux. Et d'ailleurs, comme exemple concret d'études qu'on a menées, on a mené une étude sur les préférences et les perceptions de la vaccination des patients diabétiques sur le Covid, qui était juste opportune et qui a été relayée par l'assurance maladie et par la DGOS et les puissances publiques. Et on est en train de mener, grâce au CDS, grâce au soutien du SDH, une étude par exemple sur le recours à la télémédecine durant toute l'année 2020 de tous les patients diabétiques de France pour identifier les facteurs, on va appeler phénotypiques, sociaux et médicaux, qui vont permettre de voir qui a eu recours à la télémédecine, dans quelles conditions, et en creux, qui n'y a pas eu recours, afin de pouvoir déterminer les freins, les leviers et des outils pour rompre cette fracture numérique. Merci Jean-François. Pour conclure, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait un déploiement de tous ces systèmes à côté du SNDS et dans l'entrepôt de données qui permettent de mettre collectivement, parce que c'est une richesse collective, toutes les données qu'on pourra collecter pour qu'elles puissent être utilisables par toutes les structures de recherche académiques ou privées. Bien sûr. Je retiens un point clé dans ton intervention, pas de marchandisation de la donnée, mais reconnaître la valeur sociétale de ceux qui y contribuent, notamment pour nourrir la recherche et donc quelque part... C'est un patrimoine collectif. Exactement, les problèmes du système de santé. On pourra en parler encore une heure. Merci à tous les 5 pour cette très belle table ronde. On se retrouve dans une minute pour un second échange autour du pilotage du système de santé. N'hésitez pas surtout à nous poser des questions pendant le débat. On tâchera d'y répondre. À tout de suite, merci.